Bonjour, j'aborde dans cette vidéo la question du climato-scepticisme. Il s'agit de comprendre pourquoi et comment le changement climatique d'origine anthropique et ses conséquences furent activement relativisés, voire déniés, alors qu'ils étaient de plus en plus solidement établis. Mon propos porte essentiellement sur l'histoire américaine. C'est en effet la mieux documentée, notamment par ces deux ouvrages, mais sans doute également la plus importante compte tenu du poids politique et écologique de ce pays tout au long de ces décennies décisives. Comme vous le savez, le principe physique d'un possible effet de serre d'origine anthropique est établi de longue date, et sa réalité s'est progressivement confirmée à partir des années 50. En 1957, alors que s'enclenche ce qu'on qualifiera plus tard de grande accélération, l'océanographe Roger Revel attira l'attention sur la singularité historique de la situation créée par des émissions croissantes de CO2. Les plus hauts responsables politiques américains furent alertés dès les années 60. En 1979, le rapport commandé par la Maison-Blanche et piloté par le météorologue Jules Charnay dressa un état des connaissances alarmant. L'activisme de militants et les alertes scientifiques montèrent en puissance tout au long des années 80. Comme illustre cette citation de George W. Bush, le contexte semblait favorable à une mobilisation politique susceptible de déboucher sur un accord contraignant de réduction des émissions de gaz à effet de serre, à l'image de l'accord international signé en 1987 pour régler le fameux problème du trou de la couche d'ozone. Toutefois, c'est une toute autre option qui fut retenue finalement par la Maison-Blanche. Ne pas prendre de mesures contraignantes, mais simplement continuer à faire de la recherche. Les raisons de ce tournant vers l'inaction sont évidemment multiples. La difficulté politique de prendre des décisions difficiles pour parer à des menaces futures joua évidemment un rôle. Mais elles furent renforcées par ce climato-scepticisme dont je mentionnerai ici trois vecteurs majeurs. Je commencerai par l'influence de scientifiques éminents, très introduits dans les cercles du pouvoir car ils avaient exercé un rôle d'experts au plus haut niveau, notamment au temps de la guerre froide. Bien que dénués d'expertise propre sur le climat, ces scientifiques, regroupés dans des instituts comme le George Marshall Institute, entreprirent de délégitimer les alertes scientifiques. Leur motivation semble avoir été de trois ordres. D'abord, un refus viscéral de l'intervention étatique nécessaire pour réduire les émissions. Intervention assimilée à un passage au socialisme ou au communisme qu'ils avaient aidé à combattre pendant la période de la guerre froide. Ensuite, une croyance au fond très moderne dans la capacité de la technologie à résoudre le problème. Enfin, la conviction qu'il valait mieux au bout du compte s'en remettre à la capacité d'adaptation dont les sociétés humaines avaient fait preuve tout au long de leur longue histoire, y compris par des migrations. Cet attentisme climatique put également être alimenté par les travaux de certains économistes, certes non climato-sceptiques, mais qui entreprirent de calculer un niveau dit optimal de réchauffement à l'aide d'analyses coût-bénéfice et qui l'établirent autour de 4 degrés Celsius. Nul besoin donc de s'affoler. Je mentionnerai ensuite le relais pris par ceux que les historiens des sciences ont appelés les marchands de doute, des lobbyistes qui œuvrèrent au service des intérêts du charbon et du pétrole. Ces lobbyistes entreprirent de faire croire que tous les faits concernant le changement climatique n'étaient pas réellement avérés et qu'il y avait encore trop d'incertitudes pour que l'on puisse prendre dès maintenant des mesures contraignantes. Ils reprirent en fait des tactiques de fabrication de l'incertitude mises au point pour l'industrie du tabac afin de nier le lien entre tabagisme et cancer. Parmi ces tactiques, outre la diffusion de faits tronqués, voire de pures contre-vérités, on pourra citer la diversion sur des points mineurs mais effectivement encore incertains, la revendication d'un traitement équitable de la part des médias ou dans les auditions au Congrès aux États-Unis, ce qui permet de construire habilement l'image fictive de deux positions certes opposées mais d'égal crédit. L'accusation enfin lancée contre les climatologues de produire des résultats alarmistes biaisés par des convictions idéologiques ou des intérêts propres, comme la volonté d'obtenir de nouveaux crédits de recherche. Concrètement, ces marchands de doute diffusèrent largement leur message grâce notamment à Internet, le tout avec le concours des scientifiques dont certains de ceux évoqués auparavant. Je terminerai par un dernier élément, susceptible d'expliquer pourquoi le climato-scepticisme, forgé et alimenté par des élites et groupes de pression, fut également relayé par des partis politiques aux États-Unis, mais également en Europe. Certains partis populistes de droite mirent en effet à profit la question climatique pour alimenter leur rhétorique du peuple contre les élites. Ils présentèrent les discours scientifiques et militants sur le climat comme ceux d'élites transnationales arrogantes qui chercheraient à imposer au peuple un agenda climatique drastique et non négociable
menaçant les modes de vie et les emplois, le tout sur la base de faits non avérés et donc de manière trompeuse. Certes, l'accumulation des manifestations concrètes du dérèglement climatique rend désormais assez intenable ce climato-scepticisme historique. Mais cette histoire demeure pertinente pour prendre la mesure des jeux politiques et médiatiques complexes autour des questions qui engagent le discours scientifique. Pour approfondir toutes ces questions autour de la fabrication de l'incertitude, je vous invite pour terminer à lire cet article, cette recension parue dans la revue Critique. Je vous remercie pour votre attention. Au revoir.